Alors que le nombre de tueurs en série actifs à travers le monde diminue, ces criminels sans scrupules n'ont pas complètement disparu de la société. Et à ce jour, les enquêteurs, les spécialistes médico-légaux et les experts en généalogie travaillent ensemble pour identifier et appréhender ces individus, qu'ils aient commis des crimes il y a 50 ans ou il y a 5 mois. Pour beaucoup de ceux qui travaillent dans ces domaines, il n'y a pas de limite de temps pour rendre justice, et la vérité n'est souvent qu'à un fragment d'ADN près. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous examinons 3 cas où la police a découvert les corps de victimes de tueurs en série. Le corps de Nana Cobb, âgée de 29 ans, a été découvert sur le bord de l'Interstate 77, dans le comté de Surrey, en Caroline du Nord, le 7 juillet 1992. Elle avait été vue pour la dernière fois, montant dans un camion avec un inconnu dans une aire de repos du comté de Cleveland quelques jours avant. L'histoire de Nana est triste, mais c'est une histoire que l'on entend souvent lorsqu'on parle de crimes violents. Elle était vulnérable, manquait d'argent et luttait contre la dépendance aux substances. Seulement 7 mois auparavant, elle avait perdu la garde de son fils de 3 ans à cause de ses difficultés à se désintoxiquer. Sa sœur Vicky Gregory a déclaré aux médias à l'époque « Elle nous aimait et nous l'aimions. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de mal qu'on arrête de l'aimer. » Pendant des décennies, les enquêteurs ont cru que Nana était la victime de Sean Patrick Goebel, un chauffeur routier longue distance et tueur en série qui sévissait. En traversant l'État de Caroline du Nord, ramassant de jeunes femmes vulnérables, dont la majorité étaient amants des travailleuses du sexe, et abandonnant leurs restes sur le bord de l'autoroute. Il a ensuite été surnommé le tueur de l'autoroute pour cette raison. Goebel a été arrêté en 1995 à l'âge de 28 ans, après avoir commis au moins 4 meurtres dans 4 États différents au début des années 1990. Alors qu'il était en détention, il a avoué les meurtres de Brenda Hagee, une femme de 45 ans originaire de l'Indiana, qu'il avait rencontrée dans une station-service au Tennessee en janvier 1995. Alice Haynes, une travailleuse du sexe de 36 ans originaire de l'Ohio, dont les restes ont été retrouvés à Kingsport, dans le Tennessee. Sherry Mansour, âgée de 34 ans, qu'il a rencontrée à Fredericksburg, en Virginie, et qu'il a ensuite étranglée à mort en février 1995, et Lisa O'Rourke, âgée de 29 ans, qui a également été étranglée à mort en janvier 1994 dans le Mississippi. Son corps a été abandonné en Alabama. Nana semblait correspondre parfaitement au profil de victime de Goebel, mais un test ADN a révélé qu'il n'était pas le tueur. Ce n'est qu'en 2021 que les preuves ont été réexaminées et que des tests de généalogie ont aidé les enquêteurs à remonter jusqu'à Warren Luther Alexander, âgé de 73 ans. Le 15 mars 2022, il a été arrêté à Diamond Head, dans le Mississippi, puis extradé en Caroline du Nord, où il devait faire face à des accusations liées à l'affaire de Nana. Cependant, lorsqu'il a été appréhendé, son ADN a été entré dans la base de données CODIS, et la police a été choquée de découvrir que son ADN correspondait aux scènes de meurtre de 3 autres femmes remontant aux années 1970. Alexandre avait vécu en Californie entre la fin des années 1950 et les années 1960 où il avait exercé divers emplois. À un moment donné, il a été chauffeur de taxi, à un autre électricien dans le corps des Marines, et finalement, comme Goebel, il est devenu chauffeur routier longue distance, ce qui l'a amené à traverser de nombreux États dans le cadre de son travail. On pense qu'il est retourné à Oxnard, en Californie, dans les années 1970, période durant laquelle il a commis ses 3 meurtres. Carol Fritz, âgée de 18 ans, a été retrouvée morte dans une chambre de motel à Port-Guénamé le 29 mai 1977. Velvetan Sanchez, quant à elle, avait 31 ans lorsqu'elle a été retrouvée morte dans une chambre de motel à Oxnard. Quelques mois plus tard, le 9 septembre, les 2 femmes ont été étranglées avec leurs sous-vêtements.
Fin décembre, le corps de Lorraine Ann Rodriguez a été retrouvé dans la plaine d'Oxnard. Elle avait 21 ans et la cause de sa mort a été déterminée comme étant une strangulation. Lorraine avait 2 enfants au moment de son décès et était décrite comme une mère dévouée. Velvet était aussi une mère aimante et venait de quitter son emploi à l'US Navy Exchange lorsqu'elle a été tuée. Carol venait de finir le lycée et avait quitté le Michigan pour s'installer en Californie. Comme beaucoup de victimes de Goebel, les 3 femmes, travailleuses du sexe, étaient considérées comme vulnérables dans la société. La police enquête également sur un lien potentiel entre Warren Alexander et le meurtre de Cassandra Lee Miller, une jeune femme décédée en octobre 1975. Selon les enquêteurs, les corps de Carol, Velvet et Cassandra ont tous été disposés de manière similaire, d'une façon destinée à dégrader la victime. En avril 2019, des gros titres ont commencé à apparaître dans les médias du monde entier, annonçant qu'une valise contenant les restes d'une femme avait été retrouvée dans un lac du village de Mitsero, à Chypre, à environ 30 km de la capitale Nicosie. La femme était la 4e victime à être liée à un tueur en série non identifié. Cette affaire choquante est devenue connue comme le premier cas de tueur en série de l'île. Aujourd'hui, le nom de l'auteur a été révélé, Nikos Metaxas, tandis que ces meurtres sont connus sous le nom de meurtre de Mitsero en raison de l'emplacement de la plupart des corps. La police a fouillé le lac où la valise a été découverte après que Nikos Metaxas, qui avait 35 ans à l'époque, a révélé qu'il avait mis les corps de 3 de ses victimes dans des valises et les avait jetés dans un lac rouge toxique, qui fait partie d'une ancienne mine de cuivre et de pyrite. L'enquête sur le premier tueur en série de Chypre a commencé début avril, lorsque le corps de Mary Rose Taburcio, âgée de 38 ans et originaire des Philippines, a été découvert dans un puits de mine inondé près de ce même lac rouge. Mary avait disparu depuis mai 2018, en même temps que sa fille de 6 ans, dont le corps n'avait pas encore été retrouvé. Une enquête pour meurtre a rapidement été lancée et, en passant au peigne fin, les réseaux sociaux et les messages en ligne de Mary, ils ont découvert qu'elle avait échangé avec Nikos Metaxas, un officier militaire de la garde nationale chypriote, sur un site de rencontre. Peu de temps après la découverte du corps de Mary, Nikos Metaxas a été arrêté et placé en garde à vue. En cherchant les restes de sa fille Sierra, la police a découvert un autre corps, celui d'Ariane Palanos Lozano, une autre femme philippine âgée de 28 ans. Une 3e victime a été découverte sur un champ de tir militaire après que Nikos Metaxas a indiqué l'endroit à la police. Cette femme non identifiée serait d'origine népalaise ou indienne. Une autre femme, Marika Valtes Akiola, une Philippine de 31 ans, serait sa 4e victime. Mais Nikos Metaxas a d'abord nié les faits. Cependant, il a ensuite changé sa déposition et a avoué son meurtre. Il a finalement avoué les meurtres de 5 femmes et de 2 fillettes qu'il a commis entre 2016 et 2018. Le corps de la fille de Mary, Sierra, a finalement été retrouvé dans le lac Memi, près du village de Ziliatos. Elle avait été enveloppée dans un tapis avec un bloc de ciment attaché au-dessus. Ces 2 autres victimes étaient une mère roumaine, Livia Beneux, âgée de 36 ans, et sa jeune fille, Elena Beneux, âgée de 8 ans, toutes 2 disparues en septembre 2016. Leurs corps ont été retrouvés dans des valises dans le lac Rouge mentionné précédemment. Suite à la révélation d'informations sur Metaxas et ses crimes, il y a eu une énorme indignation de la part du public ainsi que des groupes militants. La plupart des femmes disparues ont été signalées comme portées disparues peu de temps après, mais la police chypriote n'a pas pris leur cas au sérieux parce que les femmes étaient honte étrangère. Les militants ont également souligné que ces meurtres révèlent un problème plus vaste qui se produit à Chypre. Les travailleurs migrants sont souvent exploités dans des conditions proches de l'esclavage moderne. Le directeur de Kisa, un groupe de soutien aux migrants et aux réfugiés, a déclaré à Reuters que le pays fonctionnait selon un système à 2 vitesses, où les non-chypriotes ne bénéficiaient pas des mêmes droits que les locaux. Il a également été noté que Chypre compte 80 affaires de personnes disparues non résolues depuis 1990. La police a ensuite lancé une enquête pour identifier ses propres défaillances, tandis que le ministre de la Justice du pays a démissionné en raison de la mauvaise gestion des affaires de personnes disparues. De plus, après que Metaxas ait attiré l'attention du public, plusieurs femmes se sont manifestées en l'accusant de divers crimes, y compris de viol.
Il a d'abord été inculpé de falsification de preuves et d'entrave à la justice, mais des éléments de preuve essentiels pour étayer ces accusations ont, malheureusement, été perdus ou détruits. Les circonstances précises de l'incident restent floues. Metaxas, pour sa part, a affirmé qu'il avait tué 2 des victimes et leurs filles parce qu'il prétendait que les femmes prévoyaient de prostituer leurs filles et qu'il voulait punir les mères et libérer leurs enfants. Il a finalement été inculpé de 7 chefs de meurtre, a plaidé coupable en juin 2019 et a été condamné à 7 peines de réclusion à perpétuité. En décembre 2024, des enquêteurs au Manitoba, au Canada, ont commencé à fouiller la décharge de Prairie Green au nord de la ville de Winnipeg à la recherche de corps humains. Au départ, les autorités et les responsables de la province du Manitoba ont refusé d'effectuer un tel examen de la zone, notant que cela pourrait prendre jusqu'à 3 ans pour être entièrement réalisé et coûter jusqu'à 184 millions de dollars canadiens. Cependant, les dirigeants autochtones et les citoyens tenaient à clore l'affaire à laquelle cette recherche était liée et une longue campagne de pression a été menée pour pousser les forces de l'ordre à donner leur feu vert à l'opération. En mars 2025, seulement 4 mois plus tard, les corps de 2 femmes ont été retrouvés sur le site. La GRC a identifié les personnes comme étant Morgan Harris, âgée de 39 ans, et Mercedes Myron, âgée de 26 ans. Les 2 femmes faisaient partie de la Première Nation Long Plain et vivaient à Winnipeg au moment de leur disparition au printemps 2022. Elles ont laissé derrière elles 7 enfants au total, ainsi qu'un petit enfant. L'une des enfants de Morgan, Cambria, a déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux que la découverte des restes de sa mère était un moment très doux amer. L'affaire a commencé le 16 mai 2022, lorsque les forces de l'ordre ont découvert le corps de Rebecca Comtois, âgée de 24 ans, membre de la Première Nation Ochichacosipi et résidente de Winnipeg. La scène où ses restes ont été retrouvés dans une série de bennes à ordures derrière les appartements Marjoy à North Kildon, un quartier de Winnipeg, a été décrite comme étant horriblement macabre. Les autorités n'ont retrouvé qu'une partie des restes de Rebecca à cet endroit. Il a vite été découvert que le reste de son corps avait sans doute déjà été transporté à la décharge de Brady Road, certaines poubelles ayant déjà été vidées. Pendant plus de 2 semaines, les enquêteurs ont fouillé la décharge à la recherche du reste du corps de Rebecca, accompagnée de plusieurs groupes autochtones, et elle a finalement été retrouvée le 21 juin 2022. En retraçant les derniers déplacements connus de Rebecca, un homme de 35 ans nommé Jeremy Skibiki a attiré l'attention des forces de l'ordre. Alors qu'il était interrogé au sujet de la disparition de la jeune femme de 24 ans, il a étonnamment avoué son meurtre. Ainsi que ceux de plusieurs autres femmes, dont Morgan Harris, Mercedes Myron et Ashley Singus, âgées de 31 ans, dont le corps a été découvert en 2022, mais était resté non identifié jusqu'en 2025. Avant son identification, elle était connue sous le nom de Femme Bison. Elle aussi avait disparu à Winnipeg. Une enquête sur les antécédents de Skibiki a révélé son long passé de violence envers les femmes. À l'été 2015, il a été condamné après avoir agressé sa conjointe de fait, qui était enceinte à l'époque. Elle a déclaré avoir été étranglée et frappée à plusieurs reprises au visage et même menacée de mort si elle prévenait la police. Elle a ensuite déposé une ordonnance de protection, précisant qu'elle craignait qu'il ne s'arrête pas avant qu'elle soit morte, mais l'ordonnance a été rejetée. On ne sait pas pourquoi. À noter, Skibiki n'en était pas à sa première violence envers une partenaire. Son ancienne partenaire a affirmé qu'il avait exprimé des fantasmes violents à son sujet et qu'il l'avait déjà étouffée si fort qu'elle s'était mise à saigner de la bouche. 4 ans plus tard, l'épouse de Skibiki a demandé une ordonnance de protection contre lui après 1 an de mariage. Elle a déclaré qu'elle avait subi toutes sortes de mauvais traitements de sa part et qu'il l'avait menacée de la tuer. Dans sa demande, elle a écrit « Il a laissé entendre qu'il me tuerait ou que d'autres gangs m'enlèveraient pour me torturer, me tuer ou me vendre. Il m'a également dit qu'il me mettrait dans un sac poubelle. » Lors d'une audience ultérieure concernant l'ordonnance de protection, elle a déclaré « J'ai vraiment extrêmement peur pour ma vie ». Elle a également signalé avoir été agressée sexuellement par lui alors qu'elle dormait après avoir pris des somnifères puissants. Il aurait qualifié cela de son syndrome de la belle au bois dormant. Elle se souvient s'être réveillée avec sa culotte baissée et elle a rapidement été testée positive à une MST, ce qui lui a révélé ce que son mari faisait.
De plus, elle a décrit une occasion où elle a failli être étouffée à mort, avec un oreiller par son mari. Bien qu'elle ait obtenu une ordonnance de protection, la femme elle a été agressée par Skibiki en 2021 et il a été inculpé pour agression avec une arme mortelle et non-respect des ordonnances de liquide du tribunal. L'année suivante, la femme a demandé le divorce. Un examen plus approfondi des antécédents de Skibiki a été mené par la société Radio-Canada, qui a consulté sa page Facebook personnelle et a découvert une multitude de contenus violents, misogynes, antisémites et suprémacistes blancs. Il se décrivait comme membre de Sainte-Europe, une petite organisation suprémaciste blanche d'extrême droite qui promeut la croyance que les Européens blancs doivent préserver la pureté de leur lignée en évitant le métissage et en luttant contre l'immigration et le multiculturalisme. Les enquêteurs ont réussi à reconstituer une chronologie des événements en utilisant les souvenirs de Skibiki. Ashley Singus a été la première victime, tuée aux alentours du 15 mars 2022. C'est à cette période que la famille de Mercedes Myron a eu de ses nouvelles pour la dernière fois. On pense que Morgan Harris a été tuée le 1er mai, le jour où elle a été vue vivante pour la dernière fois, tandis que Mercedes serait morte 3 jours plus tard, le 4 mai. Il est à noter qu'elle n'a été signalée disparue que le 26 septembre, donc à l'époque, la police ne savait même pas qu'elle avait disparu. Pendant ce temps, la date estimée du décès de Rebecca Comtois serait autour du 14 ou 15 mai. On pense qu'il a rencontré 2 des femmes dans un refuge pour sans-abri. Skibiki a été inculpé pour les 4 meurtres le 1er décembre 2020. Le 6 novembre 2023, lors d'une audience préliminaire, il a plaidé non coupable et a demandé que le procès soit jugé uniquement par un juge plutôt que par un jury. Cependant, cette demande a été refusée. Au cours de son procès, il a été révélé que Skibiki avait agressé ses victimes, les avait étranglées ou noyées avant d'abuser sexuellement des cadavres et de démembrer leurs restes. Elles ont toutes été jetées dans des poubelles. Ses avocats ont tenté de faire valoir qu'il avait été poussé à tuer par des délires causés par sa schizophrénie et qu'il n'était pas conscient de ses actes. Cependant, cet argument a été rejeté et il a été reconnu coupable des 4 chefs d'accusation. Il ne sera pas admissible à une libération conditionnelle avant au moins 25 ans, moment où il aura 60 ans.